Là, si je devais donner un morceau de musique sur celui-là, je dirais... Ne me quitte pas. J'ai tout oublié. Donc, bah oui. Moi, je ferais ça. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence, bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici, on analyse, on décortique, on argumente, et pour ça, on est bien obligé de spoiler. Donc si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, pour le tout dernier épisode de la saison, on se retrouve en tout petit comité, en épisode intime presque. Et les autres, croire qu'ils sont en vacances, ouais, quoi. Hein, à croire qu'ils sont déjà partis en vacances. En tout cas, pour m'accompagner sur ce dernier épisode, j'ai le plaisir de retrouver Yannick, vous l'avez reconnu. Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, dans l'ombre, et pourtant son rôle est si important. Il a tenu la baraque toute la saison, on ne l'entend pas souvent, mais pas un seul épisode qui ne s'enregistre sans lui. Bonjour Alain. Salut. Et puis on dit merci à Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. Si vous êtes à Paris cet été, on a une jolie surprise pour vous. Le 22 juillet, on vous propose l'avant-première exclusive de la bataille du lac Shenjing. De Shen Kaye. Je suis sûr que je vais me planter en prononçant. C'était bien. De Shen Kaye, Dantelam et Choi Ark. C'est votre seule chance de le voir sur grand écran puisqu'il sort en Blu-ray le 27 juillet et ne sera projeté nulle part ailleurs. C'est au Club de l'Étoile que ça se passe, donc notez bien cette date le 22 juillet. Et puis, ce n'est pas tout. Dernier rappel pour les retardataires, la séance capture spéciale 10 ans, c'est ce samedi 2 juillet. Si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, il est encore temps de prendre vos billets. Mais soyez prévenus, le programme est aussi chargé qu'enthousiasmant. Ça commence à 16h30 avec l'enregistrement de Capture Mag, le podcast en public. 3 heures consacrées à Sam Raimi. On se rafraîchira ensuite autour d'un petit apéro, l'occasion de revenir sur les projets de capture. Et puis on terminera en beauté avec la projection d'Evil Dead 2. La séance capture spéciale 10 ans, c'est ce samedi 2 juillet à partir de 16h30 au Club de l'Étoile. Pour cette séance et celle du 22 juillet, donc la bataille du lac Shenjing en avant-première exclusive, rendez-vous sur le site du Club de l'Étoile, clubdeletoile.fr. Enfin, on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous soutiennent et qui nous écoutent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus, pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Un flic amoureux, une femme fatale, une mort mystérieuse. Cette semaine, on vous parle de Decision to Live. Imaginez un détective chevronné qui enquête sur la mort suspecte d'un homme. Imaginez que ce détective commence à soupçonner l'épouse du disparu. Plus l'enquête avance et plus elle devient suspecte. Mais plus l'enquête avance et plus notre détective est troublé, attiré jusqu'à en tomber amoureux. Résumé comme ça, on pourrait penser à Vertigo, à Basic Instinct, sauf que cette fois, c'est un réalisateur coréen, Park Chan-wook, qui se colle à cette revisite du mythe de la femme fatale. Park Chan-wook, on lui doit notamment un triptyque sur la vengeance, sorti entre 2002 et 2005. Old Boy, notamment, avait connu un important succès public et critique. Tout comme son dernier film, Mademoiselle, sorti en 2016. Decision to Live, c'est son 11e film. Il est sorti ce mercredi 29 juin et pour l'instant, l'accueil est plutôt très positif. Il a d'ailleurs reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes de cette année. Alors, je me tourne vers vous. Yannick, t'as encore quelques secondes pour préparer ta météo. Stéphane, toi, c'est quoi ? Marée basse. Marée basse. Météo, ça, j'allais dire du coup marée haute pour être un peu plus original. Et parfait. Mais en fait, voilà, remarque. Mais très bien. Mais je pense qu'on pense la même chose, c'est ça le problème. Marée basse d'un côté, marée haute de l'autre. Vous allez nous expliquer tout ça tout de suite. La marée basse, ça fait ressortir. En fait, le mec, il va utiliser tous les trucs. La marée basse, ça fait ressortir les cadavres dans le placard. Voilà. Non, mais c'est parce que, en fait, en gros, c'est. C'est effectivement une histoire d'enquête qui démarre, mais finalement, l'enquête en soi n'a pas plus d'importance que ça, en fait. C'est ça qui est assez marrant, c'est que c'est vraiment, en fait, un relationnel entre deux personnages. Et il faut le dire, une vraie histoire d'amour. C'est-à-dire, mais comme d'ailleurs Mademoiselle
finalement était une histoire d'amour aussi. Hein. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi je suis pas un grand fan de Park Chan-wook. Je dois avouer, hein, des sympathies pour Mr. Vengeance, ça je suis pas super fan. J'aime beaucoup Oldboy. Après, je lui trouve des qualités à son cinéma. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez virtuose, quoi. Mais il y a toujours en fait une espèce de comment dire. Pour moi, en fait, un truc auquel j'ai du mal à adhérer, je pense que c'est plutôt une vision du monde, en fait, avec laquelle j'adhère pas forcément. Et là, en fait, il m'a un petit peu plus cueilli justement à travers cette vision du monde. Il y a un petit truc, en fait. On va mettre le terme dessus, on va mettre le mot dessus, on va trouver au fil de la conversation, je pense. Mais c'est vraiment un terme d'ironie. Mais que je trouve toujours un tout petit peu déplacé de manière générale chez lui, et qui là en fait je trouve fonctionne à peu près, c'est-à-dire étrangement plutôt dans la deuxième partie que dans la première. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que donc moi je suis pas un énorme fan de Park Chan-wook, mais et par exemple un des problèmes que j'avais avec Mademoiselle, je vais pas spoiler Mademoiselle, hein, mais pour ceux qui l'ont pas vu, mais en fait, moi, dès que le film commence à raconter, c'est-à-dire qu'au bout d'1 heure et quart de film, dès que le film commençait à raconter un truc où il disait, bon, bah, on va repartir d'un autre point de vue, on va vous raconter exactement ce que vous avez vu, on va vous le raconter d'un autre point de vue. Moi, j'étais genre, ah ouais, mais non, en fait, c'était déjà assez, en fait, ce qu'on m'a raconté là, j'ai pas besoin d'un autre point de vue. Là, en fait, il y a une structure un peu similaire. Pas sur une question de point de vue, mais sur une question de continuité. C'est-à-dire que l'histoire, elle pouvait s'arrêter là, à un moment donné, dire, voilà, on en a terminé là. C'est l'histoire entre cet homme et cette femme. C'est l'histoire entre cet enquêteur, en fait, et cette, veuve, en fait, qui se trouve quand même, malgré tout, inquiétée dans la mort de son mari. Lui, il tombe amoureux d'elle. À la fin, il dévoile une sorte de poteau rose, quoi. Et en fait, en gros, ça pouvait très bien s'arrêter là. Et moi, où je trouve le film... En fait, c'était bien fait, hein. Mais là où je trouve le film intéressant, c'est quand ça redémarre dans la deuxième partie. Et là, c'est exactement pour moi le coup, pour l'inverse pour moi, c'est l'inverse de Mademoiselle sur ce point-là. C'est-à-dire qu'il fait vraiment redémarrer le film et offre un point de vue différent parce que, bon, en gros, c'est un film sur un personnage de femme fatale, en fait. Hein, mais c'est un personnage de femme fatale qui est traité, je trouve, fondamentalement différemment. Pas tant dans la première partie, parce que ça, on peut voir les trucs, mais justement dans la deuxième partie, et surtout jusqu'où il mène. Clairement le truc, c'est-à-dire c'est là où en fait on n'est plus dans un film de ce que je dirais un film de petit malin, enfin façon de parler, parce qu'encore une fois je lui accorde plus de crédit à ça que ça à Park Chan-wook, quoi. Mais il prend un personnage qui est clairement ironique et en fait justement il le ramène, il lui remet un peu les pieds sur terre. En fait c'est ça que je trouve assez intéressant, mais je sais pas en fait. Mais alors c'est marrant parce que quand on parle en fait je suis incapable de dire si ça t'a plu ou pas. C'est-à-dire que tu commences de façon assez négative, mais finalement non, tu en fait c'est un film. Alors c'est un film qui a les qualités de Park Chan-wook, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se pose assez régulièrement la question de il va foutre la caméra. Assez souvent c'est assez c'est assez iconoclaste en fait sa façon de faire, et moi à la limite ça pourquoi pas, j'aime bien, c'est juste que ce que je reprocherais on va dire à ses précédents films, c'est que parfois c'était un peu n'importe où, quoi, et un peu n'importe comment, quoi. Mais par Oldboy, hein, je mets ça vraiment de côté, quoi, parce que je pense Oldboy c'était vraiment drivé par une force en fait très très noire et très très enragée, quoi, et c'est ça aussi qui m'a plu, c'est-à-dire que la problématique d'un film comme Oldboy, c'est que c'était pris comme un film en fait de festival, cannois, etc., mais à la fin en fait c'est un pur film d'exploitation. C'est vraiment en fait il traite la vengeance, Monte Cristo, toutes les références qu'il a de façon comme un film d'exploitation des années. Pour moi j'ai l'impression de voir un film des années 70 en gros, où c'était un mec qui prenait un sujet, il sait que les gens vont reconnaître en fait le film caché, et en fait il y allait à fond la caisse en mettant les trucs les plus graves le possible, les plus machin, et c'était tellement porté par une énergie du désespoir que fondamentalement ça fonctionnait, et tout ce qui pouvait être des petits à côté, encore une fois, des petits affectories de petits malins, en fait c'était emporté totalement avec le truc. Et moi le problème que j'ai, c'est que les autres films en général, il y a ces affectories de petits malins, et c'est des trucs où je vois, moi Mademoiselle, le truc où justement où il vrille en fait et il dit on va vous présenter ça sous un autre angle, j'ai eu du mal en fait à accepter que ce soit totalement organique dans le récit et dans ce qu'il voulait raconter. Maintenant, en mettant ça à part, ce que tu signales en fait, c'est que c'est un peu comme ça que moi j'aborde Park Chan-wook, malheureusement, c'est-à-dire que j'y vais, j'essaye d'être neutre, mais j'aborde effectivement en disant je suis d'accord, mais là voilà. ce que tu as dit derrière c'était positif au final. Voilà justement, mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que après je déteste pas le film, je suis pas non plus un grand fan du film, mais non je peux pas le surdéfendre, je vais pas le surdéfendre, ce que je veux dire par rapport à ça. Tu le défends pas, mais tu viens de dire quand même pendant 5 minutes en quoi il était mieux que les autres. Parce que pas forcément mieux, pas mieux qu'Oldboy par exemple, mais le truc c'est qu'il aborde en tout cas
suffisamment différemment le sujet initial, et surtout dans sa deuxième partie, pour moi me dire, en fait, il a quelque chose à dire sur le film noir. Il a quelque chose, même si c'est pas un film noir, on va dire visuellement, automatiquement, tu vois, il y a des trucs, mais c'est pas ça. Il a quelque chose à dire sur le personnage de Femme Fatale. Ça donne en fait un relief et une humanité à ce personnage-là que t'as pas l'habitude de voir. En tout cas, moi, j'en ai bouffé quand même des films noirs, des trucs comme ça. Et en fait, cette façon d'aborder ce personnage-là, je l'ai trouvé suffisamment différente pour, être surpris. Et mine de rien, en fait, quand t'es en train de regarder un film qui est pas désagréable, qui est plutôt bien fait, mais qui t'emporte pas plus que ça, et qu'il arrive à te surprendre en deuxième partie, c'est suffisamment rare pour être souligné. Donc du coup, c'est ça qui m'a... Moi, en fait, c'est ce qui m'intéresse. Je sais pas si ça va marcher la deuxième fois. Je sais pas si ça va... Voilà. Je peux pas dire que j'ai une envie débordante de le revoir. Mais, en tout cas, c'est un film qui a ce mérite-là. Et mine de rien... voilà, en fait, il y en a pas des films comme ça ces derniers temps. Donc du coup, moi, je suis plutôt surpris sur ce point-là, quoi. Après, voilà, en fait, ça fait partie de ces catégories de films que je suis très content d'avoir vu, mais je suis moins content de regarder. C'est marrant parce qu'on dirait que tu dis que t'es content de l'avoir vu et qu'il y a une partie de toi qui a aimé, mais c'est comme si tu t'autorisais pas vraiment. Non, je suis mi-figue, mi-raisin, Clémence. Tu vois, c'est pour citer mon comparse à côté de moi. Je suis emmerdé parce que moi, là, Steph, il dit beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais aimé rebondir à différents aspects. Alors, je rebondis sur la fin, sur le ressenti d'abord. C'est un peu... Je peux pas avoir un surenthousiasme, et pourtant, je vais être très clair, je trouve que c'est un film extrêmement intéressant à plein de niveaux. C'est un film où je ne me suis pas ennuyé une seconde. C'est un film qui, formellement, en remonte à 90% des films qu'on voit sortir aujourd'hui. Donc, ça suffirait théoriquement à ce que je dise chef-d'œuvre. Il faut absolument le voir. Je pense qu'il faut le voir. Mais tout le mystère, toute l'atmosphère, toute l'intelligence de la mise en scène qui est mise en place dans le film pendant... c'est quand même un film qui dure 2h20, qui est pendant une énorme partie du récit. En termes de ressenti, si tu veux, moi j'étais excité. J'étais excité par ce que je voyais, j'étais excité par le découpage, par les audaces de mise en scène, par les idées de mise en scène qu'il y avait. Et je suivais ce récit que... Alors, je reviendrai dessus après sur la question du film noir, mais... Et plus le film avançait, en fait, plus ces audaces de mise en scène, ces audaces formelles, me laissaient espérer un inattendu narratif ou symbolique que je n'ai jamais eu à la fin. C'est-à-dire que, en fait, d'un point de vue purement narratif, si tu veux, hormis les circonvolutions dues aussi à son effet de style, malgré tout ça, à la fin, c'était un peu cousu de fil blanc. Et tout ce truc-là, je le voyais arriver, je me disais, il va forcément me le dynamiter d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être avec élégance, avec classe. Je suis pas en train de dire... fallait que ça finisse en boucherie comme Parasite, tu vois, mais que ça parte sur un chemin de traverse. Et en fait, ça ne part pas sur un chemin de traverse, ce qui me fait dire, moi, que finalement, très rapidement dans le récit, même si, comme vous tous, on y voit évidemment la référence au film noir, aux femmes fatales, à Vertigo, à tout ce qu'on veut. Mais ça, si tu veux, c'est des codes narratifs, finalement, qui servent un propos de mise en scène, sur lequel on reviendra probablement, mais qui ne sont pas réellement ce qu'est cette histoire, qui est un drame passionnel, qui est juste un drame passionnel. Mais c'est ça la surprise. Ouais, alors, tu peux considérer ça comme une surprise. Oui, mais parce qu'en fait, c'est une problématique. En fait, ce que tu oui, mais ce que tu dis, c'est que c'est une surprise à partir du moment où ton postulat de départ est de considérer que c'est revisiter le film noir avec Femme fatale à la pluie. C'est-à-dire qu'en fait, là où moi je pouvais voir ces codes-là sans me dire ça va être forcément ce. En gros, en essayant de pas méga spoiler, mais en fait, on est un peu obligé quand même, et puis on a des gens de l'habitude. Puis on s'en fout. On prévient. En fait, on est dans un récit, dans un récit où la question se pose, et en fait, elle se pose vis-à-vis de l'angle de comment le spectateur va l'aborder aussi. On a ce personnage de flic, ça fait 17 ans ou 18 ans qu'il est avec sa femme. Il y a une relation qui est posée, en fait, qui est censée fonctionner, mais elle ne fonctionne pas vraiment. En fait, entre lui et sa femme, où ils habitent dans deux villes différentes pour le travail, pour des raisons de travail et tout, où elle lui dit quoi qu'il arrive, il faut qu'on fasse l'amour au moins à chaque fois qu'on se voit, quoi qu'il arrive, il faut que même si on s'est engueulé, il faut qu'on fasse l'amour. En fait, il faut que ça soit un des trucs qui fonctionnent entre nous, etc., etc. Et en gros, lui, il est ailleurs quand ça se passe, si tu veux. Et en gros, le ailleurs, c'est cette femme.
Sauf que cette femme, elle a un agenda, c'est-à-dire que en fait, en gros, la question c'est de savoir si elle a tué son mari ou pas. Et en fait, la question c'est de savoir si elle va berner ou pas, si elle berne ou pas ce flic qui est en train de tomber amoureux d'elle, qui pour le coup est censé être extrêmement méthodique et extrêmement, implacable en fait. Donc ouais, mais si je peux te couper à mon tour, parce que tu m'avais pas laissé finir, mais il n'y a pas l'ambiguïté. En fait, en réalité... En fait, l'ambiguïté, elle est dans la deuxième partie. C'est ce que je dis encore une fois. En fait, si tu veux, c'est que peut-être. Mais alors après, toi, tu l'as pris comme un inattendu par rapport à la figure du film noir. Moi, ce que j'ai trouvé beau dans cette deuxième partie, par rapport à cette idée que tu dis, qu'effectivement, elle tombe amoureuse, puisqu'on en est à spoiler, on peut le dire. Moi, ce que j'ai trouvé beau, c'est le moment qui te le fait comprendre, tu sais, par rapport aux phrases que lui a dit le flic et qui sont répétées à plusieurs reprises, et c'est amené de façon assez... la phrase qui lui brise le cœur à elle. Ouais, assez élégante. Tout, justement, cette phrase-là, elle déclenche ce qui lui brise le cœur, en fait. C'est-à-dire qu'elle, en fait, si tu veux, c'est là où elle comprend qu'elle tombe amoureuse, mais l'intérêt, en fait, justement, du truc, c'est que ce changement pas de sujet, mais cette cassure en fait dans la narration. On est sur un renversement par rapport à ce qu'on attend de ces codes-là. Non, mais c'est un renversement émotionnel, c'est-à-dire que elle, jusque-là, elle faisait semblant de tomber amoureuse de lui, jusqu'à ce qu'en fait, elle tombe vraiment amoureuse de lui au moment où lui la dévoile telle qu'elle est exactement en fait, telle que lui il finit par accepter. En fait, si tu veux, il y a plein de principes, c'est-à-dire que quand tu écris une histoire d'amour et que tu es, on va dire, t'essayes de sortir des lorgnières, tu vois, des clichés, et que, en gros, c'est-à-dire les clichés habituels du genre, on va dire, si tu veux, pour rentrer dans un renversement psychologique, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est quand tu as une espèce de relation qui est de toute façon basée sur quelque chose qui ne devrait pas arriver, puisqu'en fait, il y a un interdit dans cette relation-là, pas seulement parce que le mec est marié ou quoi que ce soit, mais parce qu'elle est, en fait, l'objet de son enquête. Donc, dans cet interdit-là, toute la question qui se pose, c'est est-ce qu'il tombe amoureux de ce qu'elle est, ou est-ce qu'elle tombe amoureux de ce qu'elle renvoie? Et donc, en fait, dans n'importe quelle histoire d'amour, en vrai, dans la vie, c'est une question qui se pose. Et là où moi je trouve que ça fonctionne émotionnellement, c'est qu'en fait, il l'a percé à jour. Et c'est le moment où il l'a percé à jour qu'elle se dit, personne m'a jamais percé à jour. Et elle a plein de relations. Elle a une relation avec ce mec, ce mari qu'elle a tué. Elle a une relation avec le mec plus tard. Enfin, donc elle a des tonnes de relations. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que c'est le seul mec qui l'a percée telle qu'elle est. C'est-à-dire, et elle le laisse partir. Donc à partir de ce moment-là, pour moi j'achète ça. C'est-à-dire, en fait, psychologiquement, j'achète totalement le truc. Moi, j'entends psychologiquement. J'aurais été très déçu si c'était faux, en fait. Derrière, si tout ce qu'elle faisait, en fait, justement, dans son principe de manipulation, n'était pas justement pour le retrouver, même si elle, en fait, c'est torturé. Mais peut-être. Alors moi, je ressens pas du tout je le comprends, hein. Et je suis d'accord dans la théorie avec ce que tu viens de dire. Je trouve que le film ne le fait absolument pas ressentir émotionnellement. Peut-être aussi par le fait qu'on n'est pas dans un personnage de femme fatale vénale dans le sens de ce qui correspond au code. Où c'eût été intéressant, fondamentalement et probablement plus marquant, d'avoir une histoire d'amour qui pourrait se créer sur une figure féminine extrêmement vénale et assumée comme telle, qui fait qu'au-delà de cette vénalité, il y a une connexion qui se crée et qui te fait sortir de toute forme de jugement moral. Là où finalement, ce personnage, déjà, on est quand même dans quelque chose de sensuellement extrêmement timide. Donc il y a une part de vénéneux qui n'existe pas. Dans le sensuel, le charnel n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qui me manque dans ce récit. Attends, je finis juste. Si on en est dans la logique du film noir et du film de femme fatale, et le personnage féminin, pareil, n'est pas un personnage si machiavélique que ça, dont on voit les fractures et la fragilité, donc qui crée de l'empathie assez rapidement. C'est pour ça que cette espèce d'inattendu final que je comprends, hein, qui est véridique, mais il a pas d'impact émotionnel. Et quand je parlais de ressenti, c'est ça qui me gêne, moi. C'est qu'au final, plus ça se déroule, moi, j'ai d'empathie ni pour l'un ni pour l'autre. Je regarde leur histoire évoluer, je vois leurs sentiments, je vois la répulsion, attraction, mais je suis complètement étranger à ce qui est en train de se produire. Alors tu penses qu'il manque un côté sulfureux pour que ça... Déjà, pour moi, mais c'est
pas le film qu'il veut faire. Il l'a fait dans Mademoiselle. Si tu veux, moi j'adore Mademoiselle. Contrairement à Stéphane, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Hellboy aussi, mais j'aime beaucoup Mademoiselle. Mais je suis pas un grand connaisseur de Park Chan-wook. C'est pas mon cinéaste asiatique préféré non plus. Mais Mademoiselle, je trouvais ça brillant. Et en fait, si tu veux, moi l'intérêt que j'ai trouvé au film, qui fait que je me suis pas ennuyé. Et c'est ce que je me suis dit là en t'entendant discuter et tout ça. Je me suis dit en fait, non, en fait, il essaye de faire un film sur les sentiments humains, avec toute la complexité qu'il peut y avoir. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant que, si vous l'avez remarqué, il y a plusieurs plans dans le film qui te met à la place du mystère, entre guillemets, de l'objet mystérieux ou du corps décédé d'une victime. Donc on prend la place de la victime, on prend la place de l'objet. Et donc il renvoie au spectateur quelque part le mystère insondable de sa perception de ce qui va se passer. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a ce plan subjectif d'un cadavre ou d'un objet, c'est exactement au moment où le type se met un produit dans les yeux pour voir mieux, mais en fait, il voit plus trouble. Donc, en fait, tous ces trucs-là, moi, je suis en train de me dire, oui, il utilise les codes du film Femme Fatale. Il a probablement peut-être eu l'intention de faire un film réellement romantique ou passionnel qui parle des sentiments. Et ça, si c'est ça son intention, je trouve pas que ça va très très loin, en fait. En revanche, c'est un film sur le cinéma. Comme Mademoiselle est un film sur le cinéma. C'est-à-dire que moi, qui aimais bien Hellboy, avec tout ce que tu as pu dire tout à l'heure, avec aussi les affaîtries que j'aime pas dans ces autres films, qui est un mec qui expérimente, qui teste des trucs, qui veut sortir des sentiers battus, qui des fois, à trop vouloir en sortir, se décadre totalement. Mais à partir de Mademoiselle, il y a quand même une approche, entre guillemets, Brian De Palma, je mets vraiment des guillemets, mais dans l'approche de se dire, ok, je vais revenir au basique. Le cinéma, c'est quoi, hein, la question du voyeur. Je vais pas revenir sur Powell, sur Hitchcock, sur tout ça, sur la question du point de vue, la question de l'intimité, la question du regard, la question de tout ça. Et en fait, c'est ça qui anime énormément et Mademoiselle et ce dernier film-là, avec des choses que moi je trouve être hyper intéressantes en termes de mise en scène. Si en plus je les avais ressenties, mais vraiment profondément émotionnellement, je pense que j'aurais crié au chef-d'œuvre, comme par exemple ces jeux sur la temporalité, où contrairement à ces films de voyeurs, là littéralement il te met en scène le voyeur qui se retrouve dans la scénographie de la personne qui regarde, alors qu'il est en train de la regarder, donc il est censé être à distance, mais en même temps il est à l'image à côté d'elle. Tout ça, c'est quand même un jeu sur ces codes-là, sur cette réflexion-là sur le cinéma, qui est hyper intéressante, mais que malheureusement, au bout d'un moment, est émotionnellement stérile. C'est-à-dire que c'est censé dire des choses sur les sentiments humains, mais on le ressent pas. Donc moi, c'est un peu intellectuel, je trouve un peu cérébral. Alors moi, alors certes, c'est un film cérébral, mais moi, par exemple, l'empathie sur le personnage féminin, il marche. C'est-à-dire, oui, elle marche aussi une question de ressenti. En fait, elle marche vraiment sur elle parce que, en fait, j'achète, comment dire, en fait, j'aime l'idée. Parce que justement, c'est un cliché, le personnage de Femme Fatale, c'est un cliché manipulateur. Et en fait, si tu veux, bon, c'est un cliché intéressant, c'est un cliché avec lequel tu peux jouer, etc., etc. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, si tu veux, c'est que c'est la manipulatrice manipulée. C'est-à-dire qu'en fait, mais manipulée par elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait pas prévu un truc qui est qu'elle allait tomber amoureuse. Et en fait, tout bêtement, le simple fait, si tu veux, qu'il le pousse jusqu'au bout, et qu'elle en bouffe, elle en chie, quoi, tu vois, dans la deuxième partie, en fait, de ça, si tu veux, et qu'elle continue dans ces schémas de merde, avec des mecs de merde, avec des trucs et tout ça, etc., je trouve ça assez bien vu, parce que, en fait, fondamentalement, et là, vraiment, c'est pas une question de genre, c'est pas une question d'homme ou de femme, hein, mais vraiment, en fait, si tu veux, c'est des fonctionnements psychologiquement tout à fait crédibles, en fait, dans un relationnel, tu vois. Et je trouve, finalement, assez peu mis en place dans des structures scénaristiques. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que, mine de rien, en fait, l'intérêt, si tu veux, d'écrire, en fait, ce fonctionnement psychologique, et en fait, si tu veux, d'en tirer un film, et avec une structure, etc., tu vois, et de jouer sur cette structure-là, finalement, moi, je trouve ça relativement... Alors, je dis bien relativement, il doit y avoir des films, en fait, où c'est inédit, tu vois, où il doit y avoir des mêmes, tu vois, je suis sûr, tu remontes, doit y avoir des Bergman ou des trucs comme ça, où fondamentalement, tu vois, ces choses-là sont mises en avant, tu vois, mais le truc, c'est que... c'est ce que c'est censé être, en fait, le film, un polar, à la base, tu vois, c'est ce que c'est censé être, un film, un thriller, tu vois, un truc genre, voilà. Mais,
Évidemment qu'il lâche prise au bout d'un moment sur le truc complètement, mais c'est-à-dire que ça s'ouvre sur un cadavre, ça s'ouvre sur une enquête. Oui, il y a la mécanique. Est-ce que c'est censé l'être ? Je sais pas. Peut-être que simplement c'est une manière d'introduire ce qu'il avait envie de raconter. Je pense qu'il pouvait, en fait, je pense qu'il pouvait décider de sortir du cadre d'une enquête et de raconter une histoire d'amour fondamentalement. Mais après, son choix de le faire là-dessus lui permet de traiter toute cette question-là aussi, qu'on a dit, du voyeurisme, de tout ce qui est propre au code du polar, hein, qui est la surveillance. D'ailleurs, le mec, c'est sa spécialité au départ. Ouais, c'est le spécialiste de la planque. Tu vois, donc il y a tout ce truc-là. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire, moi, je vais vraiment pouvoir dire de plus dans cette émission que. Ah bon, bah alors on arrête tout. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec ce qu'il dit. Juste après. Le ressenti. Tu ne m'enlèveras pas l'idée que je trouve que toute cette mise en place de mise en scène extrêmement brillante et probablement même à la revoyure, si on revoit le film une deuxième, une troisième fois, tu verrais probablement un sens dans tous les effets de mise en scène et de découpage qu'il fait pour appuyer des éléments psychologiques. Ça reste jamais à un niveau émotionnel. Donc, et moi, c'est ce qui me manque là-dedans. C'est-à-dire que qu'on me revisite le film noir, le film de femme ou le drame passionnel, peu importe comment on l'appelle, je sais pas. Tu vois, mais c'est pour ça que, en fait, si tu veux, on en revient. Je le regarde à distance, le film. C'est chiant. Moi, c'est exactement on en revient à ce qu'on disait avec ce que me posait comme question Clémence au début. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une distance moi aussi avec le film, mais en fait, cette distance, elle est clairement imposée sur la première partie. Si tu veux, où je me disais, bon, ok, il joue avec tout ça, il fait tout ça, tu vois. Et en fait, si tu veux, c'est la surprise de la deuxième partie, où moi, je me suis dit, bon, bah là, en fait, j'adhère un tout petit peu plus, mais après, je peux pas, encore une fois, je peux pas défendre ce film. Non, mais c'est marrant parce que plus que ces aspects, en fait, si tu veux, encore une fois, surprenants. C'est ce que je dis, c'est pour ça que je me pose la question de savoir si ça va tenir une deuxième vision. Alors, ça, je sais pas, mais moi, mon ressenti est complètement inverse. J'étais vraiment dedans, dans la toute première partie, je trouvais ça hyper intriguant, j'avais vraiment envie que ça m'amène quelque part d'inattendu et au final je l'ai pas eu cette surprise que t'as trouvé ce chemin de traverse que tu trouves intéressant. C'est surtout en fait ce qui m'intéressait c'était de savoir s'il le tenait jusqu'au bout. C'est-à-dire en fait la question vraiment c'était de savoir est-ce qu'elle est vraiment tombée amoureuse ou est-ce que c'est encore un retournement de situation qui voudrait que en fait je joue avec le code de la femme fatale si tu veux et j'essaye de manipuler le spectateur parce que en fait la manipulation du mec c'est la manipulation du spectateur hein. Exactement. Voilà donc est-ce que en fait ça fonctionne tu vois sauf que en vrai justement t'as toute la deuxième partie, elle n'est plus fondamentalement dans la manipulation du spectateur à partir du moment où il décide que pour de vrai, elle est tombée amoureuse. Et moi, du coup, je trouve ça plutôt, comment dire, encore une fois, rafraîchissant. Après, ça finit comme dire... non, mais après en fait, c'est un film qui est bourré de comment dire, de tics, qui a des problèmes et tout ça, etc. Ça, je vais pas te dire le contraire, quoi. Non, parce mais disons que juste tout simplement, en fait... et c'est peut-être moi encore une fois qui est sous-estimé Park Chan-wook. Hein. Je veux pas. En fait, moi je sais que c'est un cinéaste qui a une importance. Je rentre rarement dans son cinéma. Je suis toujours un peu à l'extérieur. Donc là, c'est un peu le cas. En fait, le vrai truc, c'est que c'est peut-être moi qui l'ai sous-estimé. Et là, je rentre un tout petit peu plus que d'habitude. Moi, je sous-estime pas. Mais après, moi, j'ai été, je pense, assez honnête dès le départ. Je trouve. Bon, après, on en a pas beaucoup parlé, mais je trouve qu'il y a une maîtrise de la mise en scène qui est quand même absolument hallucinante. Il faut vraiment le souligner parce que je peux trouver qu'elle ne se traduit pas dans l'émotion ou elle ne me procure pas toujours l'émotion que j'aurais aimé trouver d'un point de vue purement cérébral. Tu regardes ces scènes-là, il y a une idée par scène. Il y a une idée de cadre par scène, il y a une idée de mise en scène par scène. Il y a un vrai travail, moi je trouve, sur justement la temporalité. J'ai une histoire d'amour, je m'éloigne, je me rapproche, il y a tout un travail là-dessus sur la spatialité, sur tout ça qui est incroyable. C'est un film que moi j'ai envie de revoir juste pour ça. J'ai envie de le revoir pour essayer de me dire ok, je l'ai vu, j'ai rien ressenti émotionnellement. Peut-être qu'à la revoyure je verrai un peu plus ce qu'il a voulu faire, mais en même temps, je me dis, voilà, ça ne sera jamais le choc que j'ai reçu avec Mademoiselle, qui pour moi reste quand même le Park Chan-wook que je préfère, de loin. Parce que je trouvais que tout y était. La réflexion sur le cinéma, la réflexion sur le rapport des femmes entre elles, des hommes avec les femmes, la sensualité, l'audace par moments, les bascules de ton marquées, mais qui fonctionnaient à mort. Et moi, j'avais été dans un tourbillon. Enfin, tu vois, c'était vraiment le genre de film qui me parle. Et celui-là, je suis resté un peu derrière, tout en reconnaissant toutes ses qualités. Donc moi je trouve qu'il a quand même énormément de qualités. Donc Mario, quoi.
Eh ben, marée haute, marée basse. Oui, marée haute, Oh. moi, marée très haute même. Non, et puis, ouais, je le répète, mais putain, mettons les choses en perspective quand même. On se fait emmerder à longueur de journée par des tétards qui nous parlent de films de merde, qui viennent et qui sont comme des leitmotivs à la con, genre, moi j'en peux plus. Donc une fois de temps en temps, à l'heure des plateformes et tout ça, d'avoir des mecs qui sortent et qui ont un regard, qui ont une capacité, comme le dit Stéphane, un peu vite au départ. Il sait tenir une caméra, ouais, enfin, il sait la tenir carrément bien, Oui, quoi. bah, ça va, excuse-moi là. Il sait la tenir grave bien et ça fait plaisir. Tu vois, ça fait plaisir, faut quand même le dire. Donc, Yannick recommande, Stéphane recommande, puisqu'il a été recommande agréable. Mitch. Recommande à moitié. Recommande pour la deuxième. Ah non, moi, c'est pas je vrai. recommande. J'allais dire pas pour la deuxième partie parce qu'en fait c'est vrai que la deuxième partie pourrait pas fonctionner sans la première. Donc en fait il y a aussi ce. Les mecs qui s'arrêtent jamais. Mais alors, attends, elle voulait que je dise oui ou recommande non, mais en fait c'est un peu plus compliqué. La vie est un peu plus compliquée que ça, Oui, Clémence. d'accord. Donc en fait, si tu veux, mais tu dis quand même rien qu'on n'est t'a simple. agrément Attends, il y a recommander, c'est pas dire apprécier, parce que Non, même allez un film le avec voir, ses allez défauts, le tu voir, peux le d'accord. recommander. Merci. Il mérite d'être vu. Ok, allez le Voilà. voir, allez le voir. Donc, Pour faire plaisir à Yannick. Si vous voulez vous faire votre propre avis, Decision to Live est en salle depuis ce mercredi 29 juin. Ouais, puis j'étais tout seul avec un vieux dans la salle ce matin. Ce serait bien qu'il y ait un peu plus de monde quand même. Hein. Il a aimé? Je sais pas, il ronflait à la boîte. Ah, il a pas aimé en fait. Ça tombe pour un film, c'est fini pour aujourd'hui et c'est fini pour la saison. Yannick, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour Merci, ce tout Clémence. dernier épisode. Bah merci. Et puis- C'était cool. Bah oui, c'était cool. C'est le dernier, c'est toujours un peu triste, mais C'est bon. cool et c'était intéressant. on va Oui, mais revenir. on revient à la rentrée évidemment. Merci à Alain aussi d'avoir tenu la barre. Merci à vous tous. Et puis merci à vous tous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suivez et que vous appréciez notre travail, vous pouvez nous aider. Vous trouvez peut-être qu'on en parle un peu souvent, mais c'est parce que c'est important pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à vivre de nos émissions. On a besoin de vous. Donc n'attendez plus pour nous soutenir. Rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir. Et puis pour nous soutenir, il y a d'autres moyens de le faire, vous pouvez nous aider à nous faire connaître. Pour ça, parlez-nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On compte sur vous. Et puis n'hésitez pas non plus à réécouter tous les épisodes que vous avez en retard cet été. Moi, Allez. si j'étais là, je mettrais Independenza après ce qu'elle dit. Hein. Franchement, tu mets le morceau de IAM, quoi, pour qu'on soit Independenza. Allez, on finira. Mais ouais. Je pense que la taxi va nous faire ça. Ouais. Allez, je vous laisse. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de Ça le temps pour un film. Salut. Mon histoire de France à moi commence par un génocide, c'est pensées maussades. Romance, une revanche impossible. Voilà, y a rien à voir, dégagez.